Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on commence à me poser et qui, je pense, va arriver de plus en plus souvent au fur et à mesure que la crise va se développer et que les Français vont se rendre compte que c'est pas juste une crise sanitaire, mais que les actions de confinement et d'arrêt de l'économie vont entraîner des dégâts économiques et financiers et donc faire peser un risque sur les banques. Donc il faut bien comprendre que les banques françaises sont en faillite en réalité depuis 2008-2009, qu'elles ont tenu jusqu'à présent grâce à l'argent de la BCE essentiellement, et en ponctionnant aussi un peu les Français au niveau des frais, qu'elles sont actuellement sauvées par la Fed via le repo, donc je vais expliquer pourquoi et comment. Et enfin, donc, je vous dirai dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut faire à minima. Voilà. Alors, plus le confinement dure dans la durée et plus ça va poser des problèmes aux entreprises qui vont faire faillite. Il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui ne payent plus leurs fournisseurs et donc leurs fournisseurs se retrouvent sans clients, sans trésorerie. Et donc ça va générer des faillites en chaîne. À ce sujet, je vous invite à regarder ma vidéo que j'avais publiée le 19 septembre 2018 sur la faillite des entrepreneurs. Et on n'en est qu'au début, voilà. Donc à partir du moment où les entreprises font faillite, eh bien, le chômage va augmenter. Et donc les particuliers, certains en tout cas, les plus fragiles, vont faire faillite aussi, ce qui va générer des problèmes en termes de remboursement de crédit, que ce soit immobilier ou crédit à la consommation. Et il faut bien comprendre que quand l'État dit qu'il va mettre tant de milliards pour faire ceci ou pour faire cela, il ne sort pas l'argent de son chapeau, il va bien falloir le financer ces mesures. Et l'État, il a trois leviers, en tout cas aujourd'hui il en a deux et puis bientôt il en aura trois. C'est évidemment par l'impôt, donc une augmentation des impôts. Je ne serais pas étonné qu'on ait un impôt ou plutôt une taxe type CSG, mais cette fois-ci, ça sera la taxe sur le coronavirus. La deuxième mesure, c'est l'endettement de l'État, qui pour l'instant a la capacité de s'endetter à des taux d'intérêt proches de zéro, ce qui est très favorable, mais ce qui ne va pas durer éternellement. Donc on voit déjà que les taux d'intérêt payés par l'État italien ont augmenté ces derniers temps. Et je pense qu'au fur et à mesure que la crise va avancer, ça va se faire le même effet sur les obligations d'État français. Enfin, troisième levier pour l'État, évidemment, c'est la confiscation. Donc pas juste la confiscation par les impôts, mais la confiscation tout court. Et donc ça, on verra que, à mon avis, ça va d'abord se traduire par un contrôle des capitaux pour permettre ensuite effectivement une confiscation pure et simple. Alors, il faut bien comprendre que les banques françaises sont dans un sale état, tout simplement parce qu'elles ont un levier qui est compris entre 25 et 35, donc ça varie tous les trimestres en fonction de la publication de leurs résultats. Qu'est-ce que ça veut dire un levier? C'est simplement que c'est le nombre d'actifs qu'ils ont, et notamment de prêts qu'ils ont émis, par rapport à leurs capitaux propres. Voilà. Donc s'ils ont par exemple 10 milliards de capitaux propres, eh bien la plupart des banques françaises ont un levier de 30 à peu près. C'est-à-dire qu'elles ont émis 10 fois 30, donc 300 milliards d'emprunts à des gens, donc des États, à des entreprises, à des particuliers. Et lorsque votre levier est supérieur à, par exemple, de 25, eh bien, il suffit que 4% des emprunteurs fassent défaut pour que la banque n'ait pas assez de capitaux pour couvrir les pertes et donc se retrouve en situation de faillite. Donc ça, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis avant les années 2008 d'ailleurs. C'est pour ça qu'on avait eu cette crise bancaire en 2008-2009 et que donc la BCE avait euh, prêté en fait beaucoup d'argent aux banques et continue à le faire. Donc sur ça, je vous invite à regarder ma vidéo Timing de la crise, une vidéo gratuite encore, publiée le 18 septembre 2018 sur ma chaîne YouTube, où j'explique les différentes vagues qui vont se succéder dans cette crise. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que
J'avais prévu 3 vagues à l'époque. D'abord les pays émergents, l'Europe et les États-Unis. Et ça ressemble étrangement donc aux vagues du virus, du méchant virus, qui a commencé donc dans la Chine, même si on peut plus dire que la Chine est un pays émergent, mais qui derrière s'est transmis à l'Europe et maintenant ça touche les États-Unis. Alors pour ceux, un petit aparté, pour ceux qui me demandent pourquoi je fais des vidéos sur le virus, parce qu'il y en a qui me disent bah, tu devrais pas parler d'autre chose que la finance. Euh, Bah, je parle du virus d'abord parce que c'est ma chaîne YouTube et donc je dis à peu près ce que je veux sur ma chaîne tant que YouTube accepte que j'ai une chaîne YouTube. Et puis d'autre part, tout simplement, parce que le virus, on voit bien que à cause des décisions donc, des différents États, il y a un impact très fort et il va y avoir un impact très fort sur l'économie et sur la finance, hein. Donc c'est pour ça que j'en parle autant. Et pour ceux qui disent que je profite de la crise du virus pour gagner de l'argent, non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vends une formation financière qui s'appelle Investisseur Pro, dont le titre est Construire sa liberté financière en période de crise. Et donc, mes clients achètent ma formation pas pour guérir du virus ou se protéger du virus. Ils achètent ma formation parce que ils ont envie de sauvegarder leur patrimoine, voire même de l'augmenter en période de crise. Et comme on est tout le temps en crise en fait depuis plusieurs années, donc c'est toujours pareil, il y a toujours des crises. Donc moi je fais cette formation depuis 2013. Chaque année, je fais un, voire plusieurs lancements. Et donc, j'ai pas attendu qu'il y ait un virus pour proposer mes services. Et c'est pas parce qu'il y a un virus que je vais arrêter de proposer mes services également. Voilà, donc, les faillites bancaires ont déjà commencé. C'est le cas au Liban, hein, où on a un effondrement du système financier libanais. Il y a également la 5e banque indienne, donc c'est déjà une grosse banque, hein, qui a fait faillite très récemment, en mars. Donc je crois qu'elle a été sauvée par la Banque centrale indienne. Mais voilà, plus on avance dans la crise et plus ça va poser des problèmes. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi les banques, pour ceux qui suivent la bourse notamment, pourquoi les cours boursiers des banques sont au plus bas, tout simplement parce que les banques sont en faillite. Et comme elles sont en faillite, alors il y en a qui sont en bonne santé, il y en a qui sont en faillite. Mais du coup, celles qui sont en bonne santé décident de ne plus prêter aux autres banques, à celles qui ont des besoins de liquidité notamment, tout simplement parce elles n'ont plus confiance, hein. Donc c'est pour ça qu'on a une crise sur le repo. Et il faut bien comprendre que cette crise, elle date pas du virus, elle a déjà démarré. On voit bien que, par exemple, là, les taux, ils ont augmenté à partir de début 2017. Donc le taux du repo, c'est le taux de l'argent, c'est le taux d'intérêt qui est fait payer aux banques pour emprunter aux autres banques, hein. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc quand le taux monte, ça veut dire que les banques qui prêtent perçoivent un risque élevé et donc demandent un taux d'intérêt plus élevé pour prêter de l'argent. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les taux ont augmenté déjà depuis début 2017 et que en fin d'année, fin 2018, le taux a explosé à 6,5%, tout simplement parce qu'en fin d'année, c'est là où les banques font leur bilan, et donc c'est là où les banques les plus faibles ont besoin effectivement de liquidités pour clôturer leur bilan et ne pas faire apparaître une faillite. Donc ça s'est calmé le 1er janvier, enfin le début janvier. Et puis, rebelote, fin décembre 2019, les taux du repo ont explosé à 10%, hein, du jour au lendemain. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a plus aucune banque créditrice qui voulait prêter de l'argent aux autres banques, sauf à obtenir un taux d'intérêt de 10%. Donc c'est là que la Federal Reserve américaine est intervenue et donc a remplacé les banques créditrices pour prêter de l'argent, pour être ce qu'on appelle le prêteur de dernier recours.
Donc ce qui se passe, c'est que les banques en bonne santé qui ont des surplus de liquidité, en fait, au lieu de prêter de l'argent aux autres banques, parce qu'elles ont peur de ne plus jamais le revoir si la banque fait faillite, eh bien elles déposent l'argent à la Federal Reserve américaine, et c'est la Federal Reserve américaine qui prête de l'argent aux banques qui ont besoin de liquidité. Et donc là, on voit sur la courbe verte, en fait, que c'est la balance sheet de la Federal Reserve qui est en train d'exploser, parce que tout simplement la Fed a décidé donc d'intervenir sur le repo pour éviter la faillite des banques, et également a démarré un nouveau QE, Quantitative Easing, et donc a décidé également de financer l'État fédéral américain pour qu'il puisse avoir des liquidités pour parer à la crise. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que sans la Federal Reserve, toutes les banques en mal de liquidité feraient faillite du jour au lendemain. Voilà. Avec évidemment une réaction en chaîne. C'est pour ça que la crise de 2008 a eu lieu, c'est que Lehman Brothers a fait faillite, et donc ça a entraîné une réaction en chaîne, puisque Lehman Brothers avait emprunté de l'argent à d'autres banques, et que ça a entraîné une réaction en chaîne qui aurait dû mettre en faillite tout le système bancaire, et qui a été sauvé à la fois par la Fed et puis par les États et donc par les contribuables. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien que vous compreniez dans cette vidéo, c'est que la survie de votre banque et donc de votre argent qui est déposé dans votre banque aujourd'hui, elle dépend en fait de ce gars-là. Voilà, donc de Jérôme Powell, président de la Fed américaine, multimillionnaire, hein, pas mal, il a 55 millions de dollars quand même le mec. Donc il a une bonne tête, mais voilà, si lui, alors c'est pas vraiment lui qui décide, hein, c'est plutôt, lui c'est la tête de gondole, on va dire, hein, comme les politiciens, ce sont les têtes de gondole qui font le sale boulot au nom d'une oligarchie qui ne se montre pas. Mais donc, toujours est-il que la survie de votre banque aujourd'hui dépend de ce gars-là et des décisions donc, de ce gars-là. Donc pour l'instant, il a décidé de sauver les banques en leur prêtant de l'argent de façon illimitée, comme la BCE l'avait fait ces dernières années. Mais rien ne garantit qu'à un moment donné, il décide que non. Voilà. Donc, ce qui est important évidemment de savoir, c'est quand est-ce qu'ils vont décider de couper le robinet. Mais toujours est-il, ce qui est important, c'est que vous compreniez bien que votre banque, en réalité, elle ne survit aujourd'hui que parce que la Fed a décidé qu'elle allait les soutenir. Voilà. Donc tout ça se traduit dans les cours de bourse. Si vous voulez, les banques françaises sont en train de retrouver les niveaux de la crise de 2008. Et sont loin, en réalité, leur capitalisation boursière est inférieure à leurs actifs, ce qui est normalement la valeur à la casse des banques, hein, d'une entreprise. Et donc c'est généralisé, quoi. C'est la BNP, pardon, j'ai oublié de changer le titre, c'est Natixis, Société Générale, Crédit Agricole, voilà. Enfin, toutes les grandes banques françaises en fait, hein. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y en a une qui saute, il y a quand même de grandes chances qu'elle en entraîne toutes les autres avec elle. Et donc même si il y a une de ces banques qui serait plus solide que les autres, elle serait quand même mise à mal par la faillite des autres. Voilà. Alors quand est-ce qu'elles vont faire faillite, ces banques, et lesquelles vont faire faillite? Donc ça, je dirais, nul ne le sait avec certitude. Il n'y a que en réalité l'oligarchie et la Fed qui savent, puisque c'est eux qui vont décider de quand. Maintenant, on peut essayer de deviner. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, lors du séminaire Investisseur Pro du 14 décembre 2019, où j'ai partagé mes prédictions 2020-2040, j'ai indiqué quelle banque ferait faillite et à quelle année, hein. Et également les assureurs, etc. Donc, pour tous ceux qui pensent que je ne peux pas deviner, etc., en attendant, j'ai quand même deviné mi-décembre 2019 un certain nombre de choses qui sont déjà réalisées, donc le crash des bourses, le crash du palladium, hein, j'en ai profité, le rebond temporaire de l'euro,
Donc voilà, je suis loin d'être infaillible, je ne suis pas devin non plus, mais toujours est-il que pendant ce séminaire, j'ai fait des prédictions et qu'un certain nombre se sont déjà réalisées et ont été utiles pour les gens qui ont assisté. Voilà. Alors à court terme, je dirais que les possibilités de limitation des retraits d'argent sont déjà existantes. Alors, en réalité, j'allais dire que ces possibilités allaient être grandes et probables, mais en réalité, ça existe déjà. C'était déjà la tendance avant, de toute manière, de limiter les retraits de cash et demander les justificatifs. Donc là aussi, je disais que on était dans un état totalitaire avec notamment la complicité des banques. Donc à l'époque, avant cette crise du virus, il fallait déjà justifier pourquoi on retirait notre argent des banques à partir d'une certaine somme. Donc aujourd'hui c'est pire, il faut justifier pourquoi on, on a décidé d'aller pisser. Il y a des probabilités de bank run si jamais ça commence à se diffuser. Et maintenant avec les réseaux sociaux, forcément il y a une inquiétude des gens. Pourquoi? Parce que tout simplement si le système bancaire décide, devait être fermé pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, à ce moment-là, on ne sait pas si les cartes bleues seront en état de fonctionner. Et donc, il n'y a que le cash qui pourrait être utilisé. Et voilà. Donc, c'est pas mon scénario préféré parce que ce qu'on constate en ce moment, c'est que donc ils ont introduit la notion que le virus se diffuserait par le cash et donc qu'il faut absolument pas utiliser le cash. Donc ça tombe bien puisque c'est un projet de très longue date que j'annonce également depuis très longtemps. C'est que l'objectif d'un gouvernement totalitaire, c'est d'éliminer toute forme de cash et d'imposer aux gens les transactions électroniques. Et donc ça viendra par une crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de transactions qui se font par les cartes bancaires. Ils avaient testé à l'époque Moneo, là, ils avaient essayé donc, le paiement par carte de petites sommes. Ça n'avait pas trop marché parce que voilà, c'était pas pratique. Mais donc, comme la technologie a évolué, ils ont donc associé le paiement sans contact avec les cartes bancaires, ce qui permet effectivement de rendre extrêmement pratique le paiement, même de petites sommes, par carte bancaire. Donc là-dessus, ils ont très bien joué. Ça, c'est très malin, voilà. Donc c'est et puis donc là, c'est bien joué aussi dire que le virus se propage par les billets de banque, ça va justifier effectivement la fin du cash pour des raisons sanitaires évidemment, hein. Et donc on va tous finir par devoir payer de manière électronique, ce qui fait bien les affaires d'un État totalitaire. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que le système bancaire va s'effondrer à court terme, mais j'en suis pas sûr honnêtement, puisque tout dépend de la durée de la crise, des crashs et de la capacité des banques en fait à continuer de fonctionner. C'est quand même pas interdit de penser que la Fed puisse dire siffler la fin de partie à un moment donné, et même si la Fed intervient, s'il y a trop de faillites d'entreprises, d'États et de particuliers, il n'est pas interdit de penser qu'une banque puisse faire faillite. Et donc auquel cas vous serez bien embêté avec votre carte bleue. Voilà. Le plus gros risque également, que je sens que ça va venir très bientôt, donc là, je sais pas, on est quel jour? On est le 22 ou 23 mars, on est le 23 mars je crois, 2020. Je pense que le contrôle des capitaux va pas tarder, donc il y aura de bonnes excuses comme d'habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir déplacer vos capitaux facilement hors du pays, hors de l'Europe, etc. Alors que faire? Donc à minima, moi ce que j'ai conseillé depuis longtemps à mes clients, c'est d'avoir à peu près un mois de cash pour ces dépenses, juste au cas où, hein. Si jamais le système carte bleue crash, eh bien les commerçants n'accepteront plus que le cash. Donc autant en avoir un petit peu chez soi. L'équivalent pour moi de un mois de dépenses, ça devrait suffire, hein, à moins qu'ils nous confinent pendant 6 mois.
De toute manière, voilà, le cash, il rapporte rien aujourd'hui, donc que vous l'ayez chez vous ou à la banque, ça revient au même. Donc autant en avoir un peu chez soi. Si jamais il se passe rien, que le système bancaire continue à fonctionner, bah, ça ne vous pénalise absolument pas. Mais si jamais le système bancaire crash, eh ben, vous serez bien content d'avoir un peu de cash pour faire vos courses. Et enfin, voilà, un conseil généraliste, c'est de minimiser tout simplement le montant que vous possédez dans les banques françaises notamment, d'avoir simplement le minimum qui est nécessaire et à la fois pratique, hein. Voilà, si jamais les banques font faillite, vous aurez une petite somme en banque, mais en même temps, il ne faut pas non plus se prendre la tête à tout mettre hors du système bancaire et à chaque fois qu'on doit faire un paiement, devoir faire des opérations complexes. Voilà, donc voilà, il faut garder ce qui est nécessaire et pratique en banque et le reste, vous allez me demander évidemment, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, c'est un peu. Alors, je vais faire ma pub, hein, mais je vais expliquer pourquoi. On rentre dans une nouvelle ère, ça je l'ai annoncé dans d'autres vidéos, de boom et de crash, avec donc une forte volatilité et une forte amplitude, hein. Et donc pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gestion passive c'est terminé. Donc encore une fois, ça fait depuis 2013 que je propose mes services, cette formation investisseur pro, et régulièrement je faisais des réponses. Et donc à l'époque, on me posait également la même question et je disais privilégiez plutôt les actifs tangibles à l'époque, mais aujourd'hui la période va changer en réalité. Voilà, c'est le point de départ du nouvel ère pour moi. Et donc, on va plus pouvoir faire de la gestion passive, c'est-à-dire placer son argent sur un actif et puis attendre, voilà, et attendre que le temps passe. Ça a été le cas notamment pour la bourse, pour les gens qui avaient des fonds communs de placement en assurance vie, pour l'immobilier, enfin voilà, pour les obligations, voilà, les fonds en euros, etc. Mais pour moi, ça c'est terminé, et donc c'est pour ça que je ne vais pas répondre à cette question même de manière succincte dans cette vidéo. Parce que pour moi, désormais, il faut faire de la gestion active. La gestion passive, c'est terminé. Tout simplement parce que quand vous avez un actif qui fait ça, bah vous ne pouvez pas dire à quelqu'un tu rentres là et puis t'attends que ça se passe. Parce que s'il rentre là, bon, à la limite, c'est pas trop grave. Mais s'il rentre là, il va se taper le crash derrière. Et oui, bah peut-être que s'il attend assez longtemps, ça remontera, mais peut-être que non. Donc il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une gestion active et justement d'être capable d'anticiper à la fois les niveaux de prix et le timing, hein. Les deux sont importants et encore plus aujourd'hui où la volatilité augmente. Donc pour ça, bah, soit les gens sont capables de le faire à part eux-mêmes, mais il y en a très peu finalement, soit effectivement vous pouvez bénéficier de mes conseils, donc via la formation investisseur pro ou en vous abonnant au webinaire pour ceux qui ne veulent pas se former mais qui veulent s'informer, qui veulent juste de l'information régulière. Tous les mois, je fais des webinaires où je réponds à toutes les questions en direct des participants. Et pour ceux qui veulent vraiment se former en plus de s'informer, donc je propose une formation investisseur pro. Donc vous allez sur le site investisseurpro.com, sur la colonne de droite, vous verrez, il y a tous les liens. Et pour ceux qui sont sur YouTube, je mets les liens sous la vidéo. Alors en conclusion, gardez un peu de cash chez soi au cas où. Voilà, ça ne mange pas de pain. Il y en a qui vous diront que vous êtes un peu paranoïaque, mais bon, à la limite, par les temps qui courent, les paranoïaques, on leur fait moins la leçon en ce moment. Sortez des banques, notamment françaises, gardez le minimum nécessaire et pratique sur votre compte en banque, et le reste, va falloir l'investir. Alors donc quoi je dirais, voilà, je vais donner au moins une indication, c'est hors euro, donc diversifié en termes de monnaie, et diversifié hors de la zone euro, parce que je pense qu'on a basculé dans un état totalitaire. Il y en a qui... Alors, 90% des Français ne sont pas d'accord avec moi, parce que
Il y a un sondage sur le Figaro qui demandait est-ce que vous êtes pour ou contre sanctionner encore plus les gens qui ne respectent pas le confinement? Et 90% des gens ont dit oui. Donc ça veut dire que 90% des gens sont en faveur du confinement. Et donc évidemment, il m'explique que le confinement, c'est pour des raisons sanitaires et éviter la propagation du virus. Bon, ok. Pourtant, il y a des études sérieuses qui montrent que le confinement n'évite absolument pas la propagation, il ne fait que ralentir. Mais bon, pourquoi pas admettons que ce soit des raisons, voilà, les raisons soient bonnes. La majorité a parlé, je me courbe. Admettons que les raisons soient bonnes, donc on confine les gens, et puis, mais ce que ne comprennent pas les gens, c'est que ils imaginent qu'une fois la crise passée, on va retrouver nos libertés. Mais qu'est-ce on va rien retrouver du tout. Il faut bien comprendre, encore une fois, qu'un virus, ça ne se tue pas. Donc, c'est une protéine avec une information. Donc, c'est comme un virus informatique. C'est une protéine avec un bout de code à l'intérieur qui se réplique et qui devient vraiment actif en fait quand le système immunitaire diminue, s'affaiblit. Donc, tous les hivers, en gros. Et donc, cette crise du coronavirus, elle n'est pas faite du tout pour s'arrêter. Si elle s'arrête, ça sera que temporaire, et chaque hiver, on y aura droit. Donc chaque hiver, on aura peut-être une obligation de rester confiné. Et puis, ce qui n'est pas dit dans les médias, c'est toutes les mesures effectivement totalitaires qui vont être prises au nom du virus, hein. Et celles-là, elles ne vont pas disparaître, hein, non plus. C'est comme du temps, c'est la même stratégie du temps du terrorisme. Après les attentats du 11 septembre pour les Américains, mais en France, de Charlie Hebdo et du Bataclan. Toutes les mesures qui ont été prises à l'époque, elles n'ont pas disparu, hein. Donc il ne faut pas rêver. Donc on est dans un État totalitaire. Alors 90% des Français disent que c'est justifié. Bon bah très bien, on accepte, on se courbe. Mais en attendant, c'est le cas. Et donc ce qui va venir, c'est le contrôle des capitaux. Voilà. Dans un premier temps, je pense que c'est le préambule en fait à la confiscation. Puisque si vous essayez de confisquer quelque chose alors que vous n'avez pas fermé les frontières au niveau des capitaux, les capitaux vont se barrer. Donc il faut d'abord fermer les frontières, contrôler les capitaux, et ensuite on peut confisquer tranquillement. Donc il y a des lois en plus, hein, le bail-in, la loi du bail-in, je le rappelle, la loi Sympa 2 sur les assurances-vie. Et j'en profite pour faire une aparté sur les drones, puisque dans une vidéo où j'expliquais que bientôt il y aurait des drones policiers pour nous surveiller, comme dans la très bonne série américaine qui s'appelle Colony, c'est O-L-O-N-Y, que je vous recommande, puisque vous avez le temps de regarder un peu la télé et Internet en ce moment. Dans cette série, j'avais été frappé par justement l'utilisation des drones militaires en fait et policiers pour surveiller complètement la population. Donc là, c'était contre une menace, contre des méchants extraterrestres. Voilà, donc là aujourd'hui, c'est contre des méchants personnes qui font leur jogging et qui pourraient être porteurs du virus et contaminer leurs voisins. Mais toujours est-il que c'est une réalité, les drones policiers, c'est utilisé à Nice, ça va être utilisé à Paris, ça va être utilisé en réalité dans le monde entier, puisque visiblement la technologie est déjà prête. Alors c'est pas complètement des drones militaires encore qui peuvent nous shooter dedans, ou nous balancer un vaccin de manière forcée. Ça reste encore des drones qui peuvent juste parler et puis filmer. Mais voilà, les drones sont là. Donc, bienvenue dans le monde totalitaire avec 90% d'approbation par la population. Et voilà, donc pour tous ceux qui me critiquent, etc., sachez que je dis ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Que par contre, vous êtes libre de ne pas regarder mes vidéos. Que si je parle de finances principalement et que je vends mes formations, bah, je le fais depuis 2013. Et je vois pas de raison de ne pas le faire en ce moment. Que si je parle du virus, c'est parce que voilà,
ça fait l'actualité, et puis que l'impact, les gens, ils n'ont pas compris encore l'impact que ça allait avoir sur leur vie. Mais j'ai lu aujourd'hui, ce matin, que le gouvernement allait, enfin, suggérer aux gens, aux salariés, de prendre leurs congés payés. Donc ça va être sympa de prendre ces congés payés dans ces 30 ou 50 mètres carrés. Ça va être très sympathique. Et donc, je soupçonne que certains Français, les 10% qui sont contre l'imposition de sanctions financières pour ceux qui ne se confinent pas, je pense que le pourcentage va commencer à monter un petit peu à partir du moment où les gens, en plus de devoir être confinés, vont devoir bouffer leur congé payé. Et donc dire au revoir à leurs vacances, à leurs futures vacances, au nom évidemment de la sécurité sanitaire de la France. Voilà. Donc, je digresse, excusez-moi. La conclusion, c'est sortez un peu d'argent et ayez une réserve de cash chez vous au cas où. Et sortez de la zone euro. Diversifiez hors de l'euro qui est en train de cracher, hein, et qui va continuer de cracher. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça fait. Mais tous ceux qui vivent à l'étranger et qui utilisent d'autres devises comprennent très bien. Et donc, voilà, ça c'est mes conseils de base. Pour aller plus loin, il faut effectivement acheter mes formations ou mes webinaires et mes services. Voilà. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo et n'hésitez pas à commenter, à me tenir au courant. Je reçois beaucoup de mails en ce moment et malheureusement, je limite quand même mon temps de travail pour pas devenir fou. Et donc, je mets un peu de temps à répondre. Mais ce qui est bien, c'est que je reçois pas mal d'informations un peu de partout. Donc n'hésitez pas à les poster en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, et puis à vous abonner à la chaîne. Alors d'habitude je le dis pas, mais à vous abonner à la chaîne, même si je sais pas, j'ai le pressentiment, je me dis qu'un jour, plus cette chaîne va devenir populaire. Pour l'instant elle est confidentielle, donc en fait tout le monde s'en fout. Mais si elle augmente en nombre de vues et en nombre d'abonnés, bon, ils vont commencer à censurer. Donc inscrivez-vous aussi sur investisseurpro.com, vous pourrez recevoir tous mes rapports financiers gratuits, complètement gratuits, par email. Vous inscrivez votre email et vous recevez mes rapports financiers. Et ça vous permettra de garder le lien avec moi. Donc je m'adresse évidemment aux 10% qui ont voté non, et non à la dictature, et aux X% qui souhaitent au moins sauvegarder leur patrimoine et ne pas être ruinés par le crash en cours et à venir. Voilà, merci et à bientôt.